Les titres de cette édition: au Niger, les autorités craignent une invasion de Boko Haram. Le drapeau noir des islamistes est désormais visible depuis le Niger par-delà les frontières. L'armée congolaise et les casques bleus ont lancé ce lundi une offensive contre les rebelles burundais des forces nationales de libération dans l'est de la RDC. Plusieurs bases des rebelles sont déjà prises. Ouverture du procès de l'auteur de l'attentat de Boston au nord-est des États-Unis. Le procès a débuté ce lundi par la sélection des jurys. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver sur Sika et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Nous ouvrons cette édition, madame, monsieur, par les nouvelles du virus Ebola. Le président en exercice de l'Union africaine, le Mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, a effectué ce lundi une visite de travail à Conakry où il a rendu un hommage aux Guinéens pour leur courage face à l'épidémie d'Ebola. Selon le président Abdelaziz, l'Union africaine et la communauté internationale ont fourni d'importants efforts pour aider les pays touchés par cette épidémie, permettant ainsi de limiter sa propagation et de venir en aide aux personnes infectées. Pour lui, des efforts supplémentaires sont nécessaires de la part de la communauté internationale pour éradiquer ce fléau. Notons qu'il s'agit du premier voyage du président en exercice de l'Union africaine en Guinée depuis le début de l'épidémie. Le président guinéen Alpha Condé a salué la visite du président mauritanien et a par ailleurs souhaité la suppression du visa entre la Mauritanie et la Guinée. Un autre élément à présent dans ce journal, le Niger. Le drapeau noir des islamistes nigérians de Boko Haram est désormais visible depuis le Niger par-delà la frontière. C'est ce qu'a annoncé ce lundi le maire de la région nigérienne de Difa. Pour le ministre de la Défense du Niger, Karijo Mohamedou, la présence de Boko Haram au Nigeria représente le problème sécuritaire le plus important de la région. Reportage. Boko Haram contrôle depuis début octobre Malam Fatori et Damasak, deux localités du nord-est du Nigeria, très proches du Niger, conquises après de violents combats avec l'armée nigériane. Presque tous les villages, toutes les grandes villes du Nigeria, proches du Niger, sont à présent sous le contrôle de Boko Haram. Nous vivons dans la peur d'éventuelles attaques des islamistes, s'est alarmé le maire de Difa. Nous avons le Nigeria. La situation la plus préoccupante pour nous aujourd'hui, c'est le Nigeria. C'est la situation de Boko Haram. Vous savez qu'à Difa, j'ai fait déjà 2 tours ou 3 tours à Difa pour essayer d'encourager les hommes sur le terrain. Nous sommes en opération à Difa. Nous sommes donc sur notre territoire et en train de défendre fermement les limites de notre territoire. Boko Haram a pris samedi dernier le contrôle d'une base militaire près de Baga et de plusieurs localités voisines dans l'extrême nord-est du Nigeria, le long des rives du lac Tchad, à cheval entre le Nigeria, le Tchad et le Niger. Baga, qui est un poste où l'armée nigérienne, l'armée tchadienne et l'armée nigériane se retrouvaient à un moment donné, a été pris par Boko Haram. Mais heureusement, nous avons constaté la détérioration de la situation et nous avons anticipé. Depuis novembre, nous n'étions plus à ce poste-là. La proximité des positions de Boko Haram avec le Niger devient de plus en plus inquiétante pour les Nigériens. Un jour, ces gens vont vouloir nous attaquer, ne serait-ce que pour jauger la capacité de notre armée. C'est inquiété le maire nigérien qui signale des départs de nombreux jeunes de plus en plus attirés par les offres de Boko Haram qui leur proposent jusqu'à 300 000 francs CFA par mois. Fin décembre, le gouvernement a annoncé la mise sur pied dans l'est du pays de la plus grande opération militaire jamais montée au Niger, baptisée Nga, pour faire face à toute éventualité. La République démocratique du Congo à présent, lancement ce lundi d'une offensive contre les rebelles burundais des forces nationales de libération dans l'est du pays. L'opération est menée par les casques bleus et l'armée congolaise. Plusieurs bases de ces rebelles près de la frontière avec le Burundi ont été prises d'après le porte-parole militaire de la mission de l'ONU au Congo. Cette opération qui durera 45 jours peut être renouvelée au regard du bilan obtenu sur le terrain, au dire du commandant des opérations des forces armées de la
la République démocratique du Congo. Précisons que cette offensive entre dans le cadre d'une opération beaucoup plus large contre tous les groupes armés du sud Kivu et vise à réduire la capacité de nuisance des rebelles du Front National de Libération qui compterait 500 à 600 combattants en RDC selon l'ONU. Depuis ce lundi, la Tunisie a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de l'ancien ministre de l'Intérieur, Habib Essid, âgé de 65 ans. Cette personnalité qui a occupé plusieurs postes sous Ben Ali a été chargée de former un gouvernement destiné à stabiliser la démocratie naissante en Tunisie. Habib Essid, dont le nom circulait avec insistance ces derniers jours, a été choisi conformément à la Constitution par Nida Tounes, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale tunisienne. Le vice-président du parti et président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ennasser, justifie ce choix par les compétences et l'expérience de Habib Essid, notamment en matière de sécurité. Mais que pensent les Tunisiens de ce choix? Nous vous proposons de suivre ici leurs impressions. Habib Essid a une bonne réputation. Il possède un grand bagage. Seul Dieu peut prévoir l'avenir. Nous espérons qu'il travaille pour le bien de la Tunisie. Il n'y a aucun problème. Même s'il a travaillé avec Ben Ali, il n'a pas dépassé les limites de ses fonctions. Il a fait du bon travail. Ce n'est pas parce que l'on a travaillé avec Zine Abdine Ben Ali qu'il faut commencer à se douter de tout. En ce qui me concerne, je suis à 100% contre les personnes qui ont travaillé avec l'ancien régime. Je parle des hauts cadres et non pas des fonctionnaires. Celui qui a travaillé avec l'ancien régime va se considérer une personne propre. Il va commencer à nous parler de la révolution et de ses objectifs. Je n'ai rien contre lui. Il a coopéré avec les anciens gouvernements et avec M. Beidji. Il a aussi travaillé avec Zine Abdine Ben Ali. Mais il a eu comme une sorte de convention morale pour ne pas nommer des ministres de l'ancien parti de Ben Ali. Voici un nouveau sujet de discussion. La Côte d'Ivoire à présent, à l'instar de nombreux pays africains, le pays du président Alassane Ouattara a fait le pari de l'émergence à l'horizon 2020, une politique économique qui doit mettre en exergue la recherche et l'innovation technologique. C'est dans ce cadre que le campus de l'université Nangui Abrogwa à Abidjan abrite depuis le début de cette semaine la 7e édition de la semaine ivoirienne de la promotion de la recherche. Reportage. Dans un contexte mondial caractérisé par une forte compétitivité économique, obligation est faite aux États d'offrir des solutions d'approche innovantes. En instituant la semaine de la promotion de la recherche ivoirienne CEPRI, le ministère ivoirien de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique entend servir de levier à la Côte d'Ivoire et l'aider à se hisser au rang des pays industrialisés. Une de mes premières visites en tant que ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a été consacrée à l'IMPHB de Yamoussoukro. C'était le moment de formuler les doléances. On recevait le ministre. Mais monsieur le ministre, tout va bien ici, sauf notre ascenseur qui est là. À la poursuite de cette visite, nous nous dirigeâmes vers le département des génies mécaniques et électriques. Et c'est là qu'à ma grande surprise, le responsable de ce département me montra l'objet principal, la formation dans ce département. Un ascenseur en miniature. À travers cette initiative, le gouvernement ivoirien entend insuffler une culture entrepreneuriale aux jeunes diplômés car convaincus de leur potentiel, mais aussi faire de la recherche un maillon essentiel dans la politique de développement de la Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, le campus de l'université Nangui à Brogwa, dans la commune d'Abobo, a accueilli de milliers de visiteurs, la plupart passionnés de recherche technologique. Cette année, le prix de l'innovation et du patronat a récompensé 7 lauréats dans 3 principales thématiques, l'énergie, l'environnement et la technologie. Au-delà de l'engouement suscité par l'événement, à Abidjan, chercheurs, inventeurs et partenaires au développement restent convaincus que la construction d'un système national de recherche et d'innovation est indispensable à l'émergence économique ou sociale. C'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée en Guinée équatoriale depuis que le pays a hérité
C'était le 14 novembre dernier de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Si le gouvernement de la Guinée équatoriale reconnaît que le pays ne sera pas prêt à 100% pour le coup d'envoi de la grand-messe du football africain le 17 janvier prochain, il se veut néanmoins rassurant. Reportage. Au lendemain du tirage au sort de la CAN 2015, le plus dur commence pour la Guinée équatoriale qui a actuellement moins d'une dizaine de jours pour se mettre en ordre de bataille alors que les grosses inquiétudes subsistent sur sa capacité à assurer une organisation optimale et à éviter les couacs logistiques. Les défis restent immenses pour un pays qui vient à peine d'hériter de la compétition le 14 novembre dernier après le retrait du Maroc par crainte du virus Ebola. Le troisième producteur de pétrole d'Afrique subsaharienne, tenu de main de fer par le président Teodoro Obiang Nguema Mbazogo depuis 35 ans, ne manque pas de moyens financiers. Mais c'est surtout le temps qui risque de manquer. En 2 mois, on ne peut pas faire les choses 100%. On peut faire les choses à 85-84%. En tout cas, à niveau des stades, je peux donner l'assurance que les 2 stades de Bibi Mongomo seront prêts. Ils seront prêts pour la compétition. D'un point de vue sanitaire, les autorités expliquent ne pas craindre la menace d'Ebola, cause de près de 7000 morts dans l'ouest du continent. Reste la question cruciale de l'hébergement, les transports et les stades, soucis principaux des équipes. Tous les projecteurs ont été remplacés, donc à ce niveau, les travaux sont aboutis à 100% au niveau de l'électricité. Il y a également les cabines de reportage pour les journalistes que vous voyez juste derrière moi, qui ont été revues afin que toutes les connectivités soient possibles. Les travaux de peinture sont ceux sur lesquels nous accentuons toutes nos forces là maintenant. C'est pour ça que vous voyez les peintres en train de travailler et on pense pouvoir finir avant le 10 janvier. La capitale Malabo et Bata, ville hôte de la Coupe d'Afrique en 2012, co-organisée avec le Gabon et la récente Coupe de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, disposent des infrastructures adéquates et ne suscitent pas de grosses inquiétudes. Le comité d'organisation a déjà réquisitionné les principaux hôtels des 2 cités et plusieurs compagnies aériennes locales assurent des liaisons quotidiennes entre Malabo sur l'île de Bioko et Bata sur le continent. Revers de la médaille, elles figurent toutes sur la liste noire de l'Union européenne. Un tour aux États-Unis avant de boucler cette édition. Il y a de cela 20 mois, la ville de Boston, au nord-est du pays, a été le théâtre d'un carnage qui a endeuillé plusieurs familles. Le seul suspect identifié se trouve être un jeune musulman d'origine tchétchène. Son procès s'est ouvert ce lundi au tribunal fédéral de Boston. Un procès qui a débuté par la sélection des jurés. Reportage. Les faits remontent au 15 avril 2013. Ce jour-là, 2 bombes artisanales explosent près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Bilan, 3 morts et 264 blessés. 20 mois plus tard, l'unique suspect, Joka Tsanaev, revient sur les lieux dans le cadre de son procès et fait face pour la première fois aux jurés potentiels qui devront décider s'il doit ou non être exécuté. Ils sont au nombre de 1200 et devront se présenter jusqu'à mercredi au tribunal où il leur est ordonné de ne parler à personne de l'affaire, de ne pas lire les journaux, ni de regarder des programmes de télévision en relation avec le procès, de ne pas faire de recherche sur Google et de ne pas non plus aller sur les réseaux sociaux. Ces jurés potentiels sont ensuite appelés à remplir un questionnaire qui aidera les avocats et procureurs à procéder par élimination jusqu'à la composition du jury de 12 personnes suppléants. Les débats devraient commencer le 26 janvier. Ça va être difficile. Tout le monde va suivre le procès et ça va être dur de le suivre. Mais à mon avis, c'est une bonne chose. Il faut en finir, mettre ça dans le passé et aller de l'avant. Le fait d'être à Boston, le pays tout entier sait ce qui s'est passé. Ça va être très dur pour ce gars d'avoir un procès équitable. Joka Tsanaev, jeune musulman de 21 ans d'origine tchétchène et naturalisé américain en 2012, risque la peine capitale pour ses attentats les plus graves depuis le 11 septembre aux États-Unis. Ce sera tout pour cette édition, mais avant de partir, la sagesse africaine du jour nous dit: celui qui taquine un nid d'abeilles doit savoir courir. Celui qui taquine un nid d'abeilles doit savoir courir. Merci de nous avoir suivis. Retenez que nos programmes se poursuivent sur www.sikatv.1.